chose à faire pour manifester son opposition aux mesures sanitaires exagérées en relation avec la crise du coronavirus COVID-19. Donc, au moment où sont prononcées ces paroles, ça fait plusieurs mois que le Québec est en état d'urgence et que des mesures sanitaires draconiennes, rigides, extrêmes qui ont été mises en place par le gouvernement. Et je sais que des gens en Europe vivent aussi une situation similaire qui peuvent m'écouter présentement. Et je suis tanné, je suis écœuré de ces mesures sanitaires qui bafouent les libertés individuelles. Ça me fait vivre beaucoup de contrariété, de frustration sur le plan individuel. Et mon souci aujourd'hui, c'est de voir comment mobiliser cette énergie de frustration pour m'engager dans des actions concrètes qui vont être dans l'optique de m'opposer aux mesures sanitaires exagérées. Donc, c'est sûr que par rapport au fait que je trouve qu'elles sont exagérées, ces mesures-là, je ne suis pas le seul. D'ailleurs, il y a plusieurs YouTubers et lanceurs d'alerte qui l'ont fait au fil des semaines et des derniers mois. Donc, aujourd'hui, je n'entrerai pas dans le détail de l'argumentaire en ce sens parce que ça a été, à mon avis, amplement fait là, par différents individus. D'ailleurs, dans le dernier enregistrement que j'ai produit, j'ai partagé une liste de lanceurs d'alerte là, qui vont dénoncer les mesures présentement extrêmes qui sont mises en place au nom de la menace du coronavirus. Et aujourd'hui, mon souci, dans le cadre de cet entretien, c'est de mettre l'emphase sur qu'est-ce que on peut faire concrètement pour manifester son opposition par rapport à ces mesures-là. Donc, j'ai rédigé une liste avec plusieurs points que je vais aborder avec vous dans les prochaines minutes. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est de vous partager des moyens d'action qui se veulent pacifiques. Donc, c'est sûr que si y a des gens qui, en plus des moyens que je vous propose, vous en avez également à m'en suggérer, eh bien, vous allez être les bienvenus pour le faire en bas de l'enregistrement présent sur YouTube. Et pourquoi des moyens pacifiques? Parce que, de mon avis, l'usage de la violence nuirait à l'acceptabilité sociale au sein de l'ensemble de la population du mouvement d'opposition aux mesures sanitaires. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui utilisent des moyens de violence, bien, ça enlève de la crédibilité. Ça enlève de la légitimité aussi aux oppositions, aux mesures sanitaires extrêmes qui sont mises en place un peu partout dans des pays en Occident présentement. Donc, c'est pour ça que je mets l'emphase sur des moyens de type pacifique. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai l'intention de faire appel à votre intelligence. Donc, dans le sens que si vous avez des idées de moyens d'action, eh bien, comme je le mentionnais, vous êtes les bienvenus pour me les partager. Et l'idée de faire une liste comme ça m'est venue suite, il y a quelques jours, à une discussion que j'ai faite avec une nouvelle personne que j'ai rencontrée, tout bonnement comme ça, en me promenant sur la rue. Donc, à quelques pâtés de maison chez moi. Donc, je marchais le soir et il y avait un gars qui regardait comme moi le coucher du soleil puis il m'adressait la parole, il dit c'est un beau coucher de soleil ce soir. J'ai commencé à discuter avec lui puis on a parlé ensemble là, de la crise du coronavirus puis lui trouvait que la crise est exagérée et que à quelque part ça n'a pas de bon sens. Il était beaucoup dans la dénonciation et dans la discussion que j'avais avec lui, j'ai dit oui mais concrètement là qu'est-ce qu'on fait? Là, il me parlait qu'il avait été à une manifestation. J'ai dit oui, c'est intéressant. Surtout qu'il habite proche de chez moi. Donc, j'ai dit, écoute, si tu retournes à une manifestation, eh bien, informe-moi-en. On a échangé nos coordonnées sur Facebook dans l'optique de faire du covoiturage. Donc, si c'est une manifestation, que ce soit à Victoriaville, s'il y en a une autre qui court à Saint-Georges, ben moi, je suis prêt à me déplacer. Mais là, dans la conversation, j'essaie de l'amener, parce qu'il y a beaucoup d'informations, il était très documenté. Et ça peut être surprenant, les gens qu'on découvre comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens un peu partout qui sont tannés des mesures qui sont imposées présentement.
et qui vont passer du temps, là, un peu comme moi, là, aller regarder l'information alternative qui circule là, sur Internet, qui provient entre autres de lanceurs d'alerte, de gens qui sont indépendants des médias de masse. Donc, c'est intéressant pour bénéficier d'un éclairage différent de la crise présentement en lien avec le coronavirus qui nous est véhiculé par les médias de masse. Mais la prochaine étape, une fois qu'on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la société, c'est de passer à l'action. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai identifié des moyens d'action aujourd'hui. Et je vais débuter maintenant. Tout d'abord, c'est sûr que quelqu'un peut, par exemple, filmer à partir d'un téléphone intelligent l'application de mesures sanitaires extrêmes par des gens en position d'autorité comme des policiers. Et certaines vidéos par la suite peuvent devenir virales, comme par exemple, si je pense au cas, de la femme enceinte qui a été arrêtée en Australie, alors que sur Facebook, elle avait envoyé un message comme de quoi qu'elle voulait organiser une manifestation contre les mesures de reconfinement. Donc, cette personne-là, elle n'avait pas commis de crime, elle parlait juste d'annoncer une manifestation qu'elle allait se tenir, puis des policiers sont venus chez elle pour l'arrêter. Alors qu'elle n'avait pas saccagé des commerces, ni même mis des voitures en feu. Tout ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait écrit sur Facebook qu'elle voulait faire une manifestation. Donc, on voit que c'est exagéré. Et ça, c'est tout le temps au nom de la sécurité des citoyens, des protégés contre le méchant virus. Donc, c'est sûr que des gens qui peuvent filmer des abus d'autorité qui peuvent être commis présentement et véhiculer ça sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est sûr que ça peut être de filmer les politiciens qui font la promotion des mesures sanitaires et de mettre ça en ligne lorsque des vidéos, on les voit en train de ne pas les respecter, comme ça a été le cas ici au Québec avec François Legault, le premier ministre du Québec, qui a bu une bière avec le premier ministre également de l'Ontario, alors que les deux individus étaient à une distance de moins de 2 mètres, assis ensemble à une table. Eh bien, ils ne portaient pas le masque. Donc, puis ces gens-là vont nous faire la morale qu'il faut porter le masque, là, que sans ça, on est coupable de potentiellement contaminer des gens. Donc, il y a une hypocrisie ici qui est là. Et par rapport à la classe des politiciens, ils font pas nécessairement qu'est-ce qu'ils disent. Ça a été le cas, entre autres, avec le chef actuel du Parti conservateur, O'Toole, qui, lorsqu'il a été nommé chef de son parti politique par les membres du Parti conservateur, eh bien, il a pris des gens dans ses bras et dans l'événement qui se déroulait, eh bien, c'est comme s'il avait oublié la règle de distanciation sociale puis du port du masque, puis la même chose pour d'autres individus de son entourage. Donc, comme la nomination qui peut se faire dans un contexte habituel où les gens vont, à cause qu'ils sont joyeux, sont contents d'être élus, faire des câlins aux autres, les prendre dans leurs bras, donner des poignées de bain. Donc, il y a des rapprochements de célébration. Donc, même type de rapprochement de célébration qui ont été faites, mais sans respecter les mesures, alors que lui-même en fait la promotion sur son site web, donc qui est affiché que le Parti conservateur a à cœur la protection des citoyens canadiens. Et c'est sûr que par rapport à ça, Jonas Collin, à partir de son compte YouTube, où il anime le Collin Show, ça c'est le nom de son émission, en fait la démonstration vidéo à l'appui. Donc pour les sceptiques, les gens disent vous exagérez en disant des choses de même nos politiciens. Non, tout est là. Les preuves sont là en vidéo. Ensuite, comme moyen d'action, c'est sûr que c'est participer à des manifestations pacifiques. Bon, pour l'instant, les résultats sont mitigés de l'impact sur le gouvernement. Donc, c'est sûr qu'il y a eu récemment à Montréal au-dessus de 10 000 personnes qui ont manifesté pour dénoncer les mesures sanitaires extrêmes.
Et le gouvernement ne semble pas reculer, malheureusement. Par contre, à ce niveau-là, le gouvernement a reculé par rapport à des étudiants qui, au mois d'août 2020, ici au Québec, ont fait des manifestations vis-à-vis le Parlement de la Ville de Québec pour que le programme sport-études puisse continuer à l'automne et qu'il puisse, dans le fond, reprendre au lieu qu'il y ait une attente d'1 mois avant sa reprise suite à une évaluation gouvernementale à l'égard de l'impact du retour en classe sur l'augmentation ou non du nombre de gens qui sont déclarés positifs au coronavirus. Donc, ce qu'ont réussi à faire ces jeunes-là en manifestant, il y en avait peut-être 500, une petite quantité de jeunes, eh bien, c'est de devancer de 2 semaines le moment où ils ont pu reprendre leur participation au programme sport-études. Et c'est sûr que, bon, ils avaient recueilli aussi des signatures de gens à partir d'une pétition. Et aussi, les parents de ces jeunes-là leur apportaient le soutien. Puis c'est sûr que, dans le fond, en termes d'acceptabilité sociale, de priver des jeunes enfants de leur possibilité de faire du sport-études, c'est mal vu ici, là, parce que ça pourrait aller dans le sens de les amener à faire du décrochage scolaire. Donc, le gouvernement a fait une concession de 2 semaines par rapport à eux, mais sinon, en tant que tel, les manifestations n'ont pas nécessairement donné les résultats escomptés. Donc, c'est sûr qu'il y a eu, entre autres, au mois d'août, la manifestation dans la ville de Québec qui a été animée, entre autres par Josée Turmel, ancienne animatrice de télévision de la ville de Québec, en compagnie de Éric Duhem, qui est un chroniqueur radio. Et le but de la manifestation, c'était de s'opposer au fait que les jeunes allaient être appelés pour la rentrée scolaire à l'automne de porter le masque. Et le lendemain, non seulement le gouvernement n'a pas reculé sur sa position, mais en plus, il a annoncé que les jeunes enfants, à partir de l'âge de 10 ans, dans les lieux publics, devraient porter le masque, alors que c'était 12 ans. Donc, les exigences ont augmenté. Donc, c'est sûr que les manifestations, je trouve ça intéressant qu'il y en ait qui est court présentement et qu'à quelque part, ça doit continuer. Puis c'est sûr que si le nombre de personnes augmente, il y en a des centaines, là on est rendu un peu plus de 10 000, eh bien, à ce moment-là, il y a un mouvement qui est en train de se développer ici au Québec. Donc, quelque chose, il y a un appui de plus en plus grand de la population aux oppositions aux mesures présentement extrêmes. Donc, c'est intéressant que ça existe. Donc, c'est ça que j'ai manifesté quand il y en a eu une à Saint-Georges. Et j'ai l'intention là, de probablement remanifester de nouveau. C'est sûr que sinon, les étudiants, pour en revenir à eux, qui sont insatisfaits des mesures rigides qui ont été implantées dans les écoles, alors qu'on sait très bien que les jeunes de 0 à 19 ans, c'est pas eux autres qui vont mourir du coronavirus. Essentiellement, les gens qui en meurent, c'est des gens de 80 ans et plus. Puis en plus, il y a des données qui circulent à l'effet que les jeunes sont asymptomatiques. C'est pas eux qui vont le propager à leurs parents lorsqu'ils vont rentrer de chez eux. Donc, si c'est bel et bien le cas qui sont asymptomatiques, puis si les données nous dévoilent que les jeunes n'en meurent pas, alors pourquoi leur imposer des mesures aussi rigides, aussi drastiques à eux? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Donc, par rapport à ça, c'est sûr que les jeunes pourraient décider de faire la grève illimitée à l'école pour que les mesures prennent fin. Donc, faire la grève jusqu'à temps que les mesures extrêmes qui leur sont imposées cessent. Donc, les professeurs aussi pourraient les accompagner dans un élan de solidarité pour faire aussi la grève. Sinon, il pourrait être possible aussi que les parents décident de ne pas envoyer leurs enfants à l'école pour contester les mesures extrêmes qui sont mises en place là, qui vont avoir de l'impact sur leurs enfants. Donc, il y a plusieurs moyens de protester. C'est sûr que ça peut être aussi de relayer des informations se rapportant des manifestations qui ont cours et qui sont annoncées sur les réseaux sociaux. Donc, on peut les partager.
Ensuite, c'est sûr que dans le fond, par rapport à ça, s'il y a des manifestations au Québec contre les mesures extrêmes sanitaires, eh bien, vous êtes les bienvenus de les partager sur mon mur Facebook de David Lévesque, Conscience Libre. Donc, ça me ferait plaisir de partager l'information naturellement. Ensuite, c'est sûr qu'il est possible aussi de faire des dons à des gens qui organisent des manifestations et à des YouTubeurs dénonçant les mesures sanitaires extrêmes en guise de soutien à leurs initiatives. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, moi-même, j'avais fait un don d'argent à la manifestation de José Turbel en compagnie d'Éric Duhem là, contre le port du masque obligatoire à l'école qui avait eu cours au mois d'août. J'avais fait aussi un don là, par rapport à la manifestation à Ottawa, ici au Canada, parce que Ottawa, c'est la ville où il y a le Parlement canadien. Donc, c'est un lieu important sur le plan politique, étant donné que les députés vont siéger là au niveau fédéral. Et puis, c'est sûr que c'est dommage que lorsque cette manifestation-là a eu cours, il n'y a pas eu une plus grande couverture médiatique. En fait, le samedi, que la manifestation avait cours, j'ai décidé de regarder le bulletin de nouvelles de TVA, Média de masse ici au Canada, alors qu'il y avait des milliers de personnes sur place pour faire la manifestation. Silence radio. Donc, ils n'en ont pas parlé du tout de la manifestation, puis à la place, ils ont parlé d'une manifestation géante qui avait cours à Berlin, en Allemagne, la même journée du mois d'août. Et par rapport à ça, ce que ça m'a indiqué, c'est que c'est comme s'ils ne voulaient pas que les gens, par la suite, prennent conscience du mouvement qui se passe ici au Canada en l'occultant, en le boudant, puis en parlant tout simplement qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est sûr que je trouve ça déplorable, là, le jeu que font présentement les médias de masse. Et c'est sûr que c'est la raison pour laquelle que l'une des actions concrètes qui peut être mise en place également, c'est de donner de l'argent à des médias alternatifs plutôt que des médias de masse qui ne font pas de débat d'idées par rapport à la pertinence des mesures sanitaires exagérées actuellement qui nous sont imposées et qui vont relayer de manière complaisante la propagande gouvernementale s'y rapportant. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, concrètement, dans mon cas, ça ne change rien parce que je n'achète pas de journaux. Donc, à la base, je n'achète pas de journaux, mais advenant qu'il y a des gens qui m'écoutent qui achètent des journaux, eh bien, c'est sûr que c'est quelque chose que vous pouvez faire, comme par exemple de ne pas acheter le Journal de Montréal ou le Journal de Québec et à la place, utiliser votre argent pour faire des dons à des médias alternatifs sur le web qui vont véhiculer une information qui n'est pas soumise à la propagande gouvernementale. Donc, les médias alternatifs que je propose, c'est sûr qu'il y a le Studio, STU, il y a un espace DIO, là. Studio, là, les deux syllabes sont séparées. Il y a Radio-Québec avec Alexis Cossette-Trudel. Il y a aussi le Colin Show que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est des YouTubeurs et lanceurs d'alerte. Donc, c'est sûr que ça peut être un moyen d'action. Et c'est sûr que, de toute façon, ce moyen-là, j'en parle parce que ça existe, mais en réalité, le Journal de Québec ou de Montréal, ça fait des années là, que... En fait, j'ai jamais acheté ça. Quand que j'étais jeune, je vivais avec ma mère, on recevait là, chaque semaine le journal Le Soleil. Et puis, je lisais ça une fois de temps en temps, mais je trouvais que ça faisait de la pollution d'imprimer là, des journaux comme ça, là, puis d'en faire un usage éphémère, c'est-à-dire le jeter là, quelques minutes après l'avoir regardé. Je trouvais que pour moi, c'est de la pollution inutile et je préférais regarder en ligne les nouvelles sur le web. Donc ça, c'est mon optique. Ensuite, ce qui peut être fait là, concrètement, là, c'est sûr que ça peut être, entre autres, de boycotter les médias de masse comme TVA et Radio-Canada et de décider de ne plus les regarder. Par contre, c'est sûr que en agissant ici, ça empêche d'avoir l'autre côté de la médaille des lanceurs d'alerte. Parce que c'est sûr que la problématique là-dedans,
C'est que d'un côté, on a les médias de masse qui peuvent nous dire « La crise, c'est horrible, le virus est dangereux puis être hystérique avec des commentaires. Puis en même temps, on a les médias qui peuvent dire « Non, non, il n'y a pas de menace. Puis une version totalement contraire. Fait que d'un côté, c'est noir, puis de l'autre côté, c'est blanc, puis il y a peu de zones grises dans le narratif qui nous est présenté, la trame narrative, dans le discours. Donc, c'est sûr que le danger de se couper des médias de masse comme TVA et Radio-Canada, la limite que ça peut avoir, ça peut nous empêcher de voir l'autre côté de la médaille. Et le risque, c'est que si on écoute seulement certains médias de masse, en fait, médias alternatifs, devrais-je dire, ou médias de masse, dans les deux cas, ça peut nous polariser avec seulement une version de la réalité. Donc, c'est sûr que si on écoute seulement des propos de gens qui nous disent ce qu'on veut entendre, et qui nous conforte dans certaines croyances, ça peut nous amener à faire de l'aveuglement volontaire. Donc, quelqu'un qui va écouter les bulletins de nouvelles de médias de masse, que ce soit TVA ou Radio-Canada, pour nommer ces médias québécois, et puis la personne a comme préjugé que le virus, il est mortel, il est grave, il est dangereux, elle va écouter ça, puis elle va dire à son conjoint ou elle va dire à ses enfants, alors, regarde, ils disent à la TV qu'il est dangereux, le virus. J'avais raison de dire qu'il est dangereux. Donc, les gens utilisent ça pour justifier un point de vue. Puis là, la personne, elle peut, dans le fond, en faisant ça, elle utilise les médias pour confirmer ce qu'elle pense déjà, au lieu de faire une lecture objective de l'événement. Puis c'est la même chose aussi qui s'applique, avec les gens qui vont croire d'une manière exagérée à certaines informations par rapport à des médias alternatifs sans en faire une vérification. Donc, c'est sûr que si dans des médias alternatifs, on va avancer que là, il va y avoir une stérilisation mondiale qui va se faire à travers l'imposition d'un vaccin au coronavirus à l'ensemble des pays et qu'on nous dit que c'est en relation avec un agenda de dépopulation de la Terre qui est mis en place par des individus qui font partie de l'élite mondiale. Donc, c'est sûr que si on nomme que Bill Gates finance activement le vaccin dans une optique qu'il y ait l'injection d'une substance qui va rendre les gens stériles, et on annonce des éléments comme ça en grande pompe, et qu'on ne vérifie pas les sources, et que des gens ont des préjugés contre Bill Gates, à ce moment-là, le danger, c'est que la personne a des croyances, puis elle va utiliser l'écoute de médias de masse ou le reliement de l'information pour dire aux gens « Ah, je te l'avais dit, regarde telle vidéo, il dit que Bill Gates, c'est un méchant. » Donc, c'est au même niveau. Les médias de masse ou les médias alternatifs peuvent servir à la rationalisation de certaines croyances, puis donner une forme d'appui. Et c'est sûr que ça fait partie des lacunes ou des dangers. Et c'est sûr que par rapport à moi, en tant que tel, mon positionnement, si on prend le cas de Bill Gates, parce qu'il a été décrié depuis les derniers mois dans les médias alternatifs, accusé de conspiration. Donc, pour moi, il est clair que Bill Gates, c'est un individu qui fait la promotion du vaccin. Puis qui va financer l'industrie dans cette optique-là. Par contre, et c'est sûr que c'est pas parce que Bill Gates peut avoir dit dans un enregistrement que la population mondiale devrait être réduite, que ça veut dire nécessairement qu'il veut vacciner les gens pour leur induire une substance qui va les stériliser pour qu'elles réduisent. Il ne faut pas en venir à faire de telles déductions. Sinon, comme autre moyen, ça peut être de donner de l'argent pour des actions en justice pour amener le gouvernement à cesser des mesures sanitaires extrêmes, comme le fait présentement la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Donc, c'est sûr que par rapport à eux, leur site web, c'est fpplc.org. Eh bien, je trouve ça intéressant parce que c'est une mesure qui est légale. Et c'est sûr que ma curiosité, c'est que s'ils amènent les responsables du gouvernement en cours, eh bien, le gouvernement devra faire la démonstration de la pertinence des mesures qui ont été mises en place comme moyen à l'effet que c'était justifié, entre autres, de faire le confinement au printemps. C'est le gouvernement qui aura le fardeau de la preuve.
comme de quoi qui a bien agi. Fait que ça piquerait ma curiosité de voir comment les spécialistes en cours vont défendre le fait, par exemple, d'avoir mis le Québec ici sur pause, c'est-à-dire fermer l'essentiel des commerces, sauf ceux jugés essentiels. Donc, je suis bien curieux de voir, je serais curieux de voir cette démonstration-là. Ensuite, c'est sûr que les gens peuvent signer également des pétitions sur le web, sur Internet contre les mesures sanitaires extrêmes. Je l'ai déjà fait, entre autres. J'avais signé une pétition contre le port du masque obligatoire. Il y avait eu au-dessus de 50 000 signataires. Et curieusement, la pétition a disparu. C'était sur change.org, comme de quoi qu'elle ne respectait pas les règlements de la communauté. Et par la suite, c'est sûr qu'il y aura peut-être lieu de faire des pétitions sur d'autres types de plateformes web, naturellement. Et moi, je suis toujours ouvert à signer des pétitions dans ce sens-là. Et récemment, d'ailleurs, j'ai signé une pétition pour exiger un débat public avec des experts en matière de santé qui serait fait en direct sur la chaîne d'État ici, c'est-à-dire Radio-Canada, sur la pertinence des mesures sanitaires avec des spécialistes qui sont pour et également d'autres spécialistes qui sont contre pour sortir de la pensée unidirectionnelle qui est présente chez les médias traditionnels. Donc, en lien avec cette pétition que j'ai d'ailleurs relayée sur Facebook, donc pour les gens qui auraient envie comme moi de la signer, allez sur mon compte Facebook et vous allez la voir là, sur mon mur. Donc, en lien avec la pétition, ce qui est indiqué, c'est ceci. Faire respecter les opinions qui ne vont pas dans leur sens unique dès qu'on pose des questions. Nous sommes étiquetés de complotistes. Mettre fin à la censure et la désinformation. Radio-Canada est une société publique. Un débat public est un des fondements de la démocratie. Je ferme les guillemets. Donc, c'est sûr que à chaque fois que des gens, et ça c'est très curieux, ça court depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à chaque fois que quelqu'un ne va pas dans le sens du discours officiel, eh bien, qui va juste remettre en question, là, la personne ne fait pas même pas d'affirmation que c'est une conspiration, elle fait juste poser la question, est-ce que ça serait possible que le virus aurait été créé en laboratoire? Juste poser cette question-là sans affirmer qu'il a été créé un laboratoire de type P4 dans la ville de Wuhan, en Chine, où est partie supposément la pandémie, sans rien affirmer, là. Juste poser la question, est-ce que ça serait possible que le virus soit le résultat de manipulations génétiques faites par des êtres humains dans un laboratoire sécurisé? Ah, conspirationniste! Tu fais juste poser une question. Ça fait penser un petit peu aux gens qui vont remettre en question la religion catholique. Donc, quelqu'un va poser la question, est-ce que c'est possible que Dieu ne soit pas amour? Parce qu'après tout, il y a des gens qui vont mourir de faim dans le monde. Ah, on ne pose pas de questions. Donc, c'est un petit peu le même principe avec la religion sanitaire qui s'installe présentement. Donc, ici au Québec, on a eu la religion chrétienne, donc associée au catholicisme. Ensuite, on a connu la religion, on la connaît d'ailleurs encore, la religion écologique, donc le respect de l'environnement à tout prix. Je suis pour, en fait, en général, le respect de l'environnement, mais quand c'est des mesures extrêmes qui vont à l'encontre des besoins de l'être humain, je me pose des questions. Mais bon, là, on a l'impression, en tout cas, là, j'ai l'impression, devrais-je dire, je vais parler au jeu ici, qu'on assiste à l'émergence de la religion sanitaire du coronavirus. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui va juste poser des questions va être mal vu, parce que ça va à l'encontre du discours des saintes, j'allais dire des saintes écritures comme dans la religion. Mais là, c'est les saintes paroles qui sont prononcées par Saint Arruda ici au Québec, donc le directeur de la santé publique. Donc, c'est sûr qu'ici, on est dans une situation où la pensée unique est présente, un peu comme au Moyen Âge avec la religion. Donc, c'est sûr que c'est pitoyable la situation qui se passe et je voudrais qu'il y ait un débat public dans les médias de masse, surtout celui de Radio-Canada, étant donné que
cette télévision d'État est payée même aux impôts des Canadiens. Et là, les gens doivent se réveiller que présentement, on utilise l'argent de vos taxes, de vos impôts, pour vous véhiculer une propagande, puis vous engrigader l'esprit, pour vous soumettre à des mesures des mesures extrêmes, des mesures liberticides, pour employer une très belle expression, c'est-à-dire qui tuent les libertés individuelles. Et là, on utilise, le gouvernement ici au Québec, à coût de millions de dollars, utilise l'argent des citoyens pour mettre en place des mesures contre les libertés des citoyens. Donc, c'est comme si on te dépossède d'une partie de ton énergie vitale, ton argent, pour ensuite récupérer ça pour ensuite te laver le cerveau avec une programmation véhiculée dans les médias comme de quoi tu dois te soumettre à ces mesures-là. C'est assez particulier. Moi, j'ai hâte qu'il y ait un débat public. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai entendu aucun débat sur un média de masse à l'effet que des gens qui allaient se prononcer pour ou contre le port du masque obligatoire, pour ou contre, par exemple, le confinement de certaines régions. Donc, différentes choses comme ça. Zéro pied une barre, malheureusement. Là, c'est sûr que je dois donner quand même ce qui appartient à César, c'est-à-dire que présentement, il y a la station de Québec, soit Radio X, qui va poser des questions par rapport aux mesures extrêmes qui sont mises en place par le gouvernement, puis avoir un discours un peu plus critique. Mais à part ces quelques irréductibles québécois, les autres, en majorité, dans les médias de masse, ne posent pas ces questions-là. Donc, à part choix là, au 98,1 FM, ça fait plaisir ici d'en faire l'annonce, étant donné qu'il y a tellement peu de personnes qui parlent présentement dans les grands médias. Sinon, c'est sûr que qu'est-ce qui peut être fait, ça peut être de partager sur son compte Facebook des vidéos et des articles qui dénoncent les mesures sanitaires exagérées. Donc, c'est sûr que moi, j'ai déjà partagé des vidéos qui vont dans ce sens-là. Et ce qui peut être fait aussi, c'est faire la promotion sur sa chaîne YouTube personnelle de gens qui dénoncent les mesures sanitaires exagérées, donc des lanceurs d'alerte. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'ai produite. Ça peut être aussi de faire des vidéos sur YouTube et écrire des articles sur Facebook ou sur des sites web pour dénoncer tout ce qui se passe présentement. Et c'est sûr que là, une des autres mesures qui, à mon avis, est un incontournable, c'est que pour les gens, eh bien, c'est de ne pas voter pour les autorités en place au gouvernement aux prochaines élections pour les réélire. Donc, si vous êtes insatisfait de vos dirigeants dans la façon qu'ils font la gestion de la crise sanitaire du COVID-19, eh bien, envoyez-leur un message clair, c'est-à-dire ne votez pas pour eux lors de nos prochaines élections. Donc, si on prend le cas du Québec ici, donc c'est sûr que si des gens qui, comme moi, sont insatisfaits de la CAQ, donc qui est le parti au pouvoir provincial, eh bien, c'est de ne pas voter pour eux lors des prochaines élections. Et aussi, ça pourrait être de ne pas voter pour les partis de l'opposition qui ont eu un silence radio par rapport à la crise. On les a pas entendus parler, ils n'ont pas fait leur travail de mettre en lumière les lacunes de la gestion de crise du gouvernement actuel, de faire leur rôle de contestation. Donc, non, les partis d'opposition, je ne sais pas s'ils sont payés à rien faire, mais on les entend pas trop présentement. Alors que pour d'autres dossiers, tels des chiens enragés, ils vont se mettre à japper fort. Mais là, par rapport à l'imposition des mesures extrêmes en lien avec la crise du coronavirus, on les entend pas. Et ce qui donne la place présentement à l'émergence de d'autres options. Si je prends entre autres présentement Stéphane Blais, qui est d'ailleurs l'individu auquel je faisais allusion là, par rapport à la Fondation pour les défenses des droits et libertés, eh bien, c'est sûr que lui, il a un parti politique que je ne connaissais pas avant le début de la crise du coronavirus. J'avais d'ailleurs pas entendu parler de lui, donc je l'ai vraiment découvert, cet individu qui dénonce les mesures actuellement dans le cadre de la crise du coronavirus. Donc, c'est sûr que lui, son parti, c'est Citoyens au pouvoir du Québec. Et présentement, il est en train de se faire connaître
en exerçant son leadership, en faisant les démarches pour un retour collectif contre le gouvernement actuel. Donc, c'est sûr que présentement, c'est quelqu'un qui a de plus en plus l'attention des gens là, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y a d'ailleurs plusieurs lanceurs d'alerte qui l'ont reçu, qui l'ont interviewé, qui lui apportent son soutien. Donc, c'est une personnalité publique présentement montante. Donc, c'est sûr, c'est de voir par la suite à savoir est-ce que les actions juridiques qu'il propose vont avoir du succès pour freiner concrètement les mesures gouvernementales extrêmes qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc, est-ce que ce qu'il nous propose à travers le recours contre le gouvernement va déboucher sur du concret? Donc, ça, c'est le questionnement que j'ai. Et c'est sûr que, est-ce que lorsqu'il y aura la sortie de la crise du coronavirus COVID-19, est-ce que lui va ressortir plus populaire qu'il l'était avant de par son activisme pour s'opposer aux mesures? Donc ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à lui. Et c'est sûr que présentement, il peut... Parce que la crise, c'est porteuse d'opportunités. Donc ça se peut qu'il y ait un parti politique qui était méconnu comme le sien, à la différence des partis politiques traditionnels là, qui sont connus là, depuis belle lurette, là, si on pense au Parti libéral, au Parti québécois, qui va se présenter aux prochaines élections, qui pourraient avoir plus de succès en s'étant fait connaître dans le cadre de son activisme par rapport à la crise, comme je le mentionnais. Donc, on va voir ce qui va arriver par rapport à ça. Par contre, c'est sûr que je ne suis pas naïf non plus. C'est-à-dire qu'avant de mettre mes espoirs entre les mains d'un politicien et de me représenter un politicien comme étant le sauveur du peuple, donc l'individu qui va lui délivrer des autres politiciens qui gèrent mal, je suis prudent. Donc, c'est sûr que présentement, là, Stéphane Blais, je le regarde sur Facebook, je regarde des entrevues qu'il a faites sur YouTube, mais je demeure toujours critique. Pourquoi? Parce que, entre autres, comme sans doute certaines personnes d'entre vous, j'ai vu le film, en fait, devrais-je dire la série de films, The Hunger Games. Donc, si vous ne les avez pas vus, je vous propose de voir ça parce qu'au niveau politique, c'est extrêmement intéressant par rapport au rapport entre différentes factions politiques dans la gestion du pouvoir là, que ça implique, là, les films. Et c'est divertissant aussi, les effets spéciaux sont très beaux, c'est de la science-fiction, mais ça nous ramène à des considérations politiques extrêmement importantes et fondamentales par rapport aux luttes de pouvoir qui peuvent s'exercer en différents groupes. Donc, c'est très bon par rapport à ça. Si vous n'avez pas vu ces films-là et que vous avez envie de les voir, mettez tout de suite l'enregistrement que vous entendez présentement sur pause. Sinon, vous pouvez continuer votre écoute parce que je vais vous déclarer, vous présenter, devrais-je dire, certains éléments punch qui ressortent de ça et qui m'amènent à être prudent avant de trop mettre rapidement quelqu'un sur un piédestal. C'est que dans la série de films, eh bien, l'héroïne Katniss Everdeen, qui, elle, est sélectionnée pour participer aux Hunger Games, c'est des jeux qui sont extrêmement violents, où des représentants de différents districts, donc de différentes régions que compose c'est-à-dire que ceux qui dirigent chez le Capitole, puis ils ont comme des provinces, différentes régions qui appellent des districts. Et ce qui arrive, c'est qu'une fois par année, les gens doivent se réunir, puis il y a des jeux à mort. Donc, c'est sûr que par rapport au district, eh bien, il y en a plusieurs, puis il y a un seul gagnant, un peu comme un jeu télévisé traditionnel. Et l'objectif de ça, c'est que les gens au pouvoir, en faisant les Hunger Games, ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent l'attention des gens sur ces jeux-là télévisés qui vont suivre. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont soumis à l'autorité du Capitole ne se révoltent pas parce que leur énergie est mobilisée pour apporter leur soutien
en support à leurs représentants districts qui vont lutter contre d'autres districts. Donc, pendant que les districts sont divisés entre eux avec chacun leur champion, leur idole qui vont combattre, auquel ils donnent de l'appui, ben, l'ensemble des districts ne font pas une coalition ensemble pour s'opposer au Capitole qui les garde sous dictature. Et ce qui est particulier dans la série de films, c'est que Katniss est recruté par des gens de la résistance, de la rébellion, pour s'opposer au pouvoir en place, donc les autorités gouvernementales, et la personne qui vise à remplacer le président du Capitole, donc le président Snow, c'est une dame qui dit qu'elle fait ça pour instaurer la démocratie, qu'il y ait plus de justice, pour que ça soit plus humain. Donc, un très beau discours qu'elle présente. Et là, au fil des films, des épisodes, elle gagne en popularité, elle fait des actions militaires pour s'opposer au gouvernement, pour le faire tomber, est très impliquée, est très militante. Elle cherche à faire mal paraître le gouvernement par de la propagande, alors que les forces gouvernementales font également de la propagande. Donc, de deux côtés, ils utilisent la propagande. Et puis, Katniss, qui est la gagnante d'une année, d'une saison des Hunger Games, est récupérée par elle, donc pour utiliser sa notoriété publique, pour, par la suite, s'opposer aux responsables du gouvernement du Capitole Snow. Et ce qui arrive au fil des films, c'est que est récupérée par une autre personne qui, au nom de la justice, au nom d'avoir une gestion qui va être mieux que les autorités en place, que ce serait plus la dictature, que ça serait le retour, que ça serait la mise en place d'une démocratie pour relier des gens, puis elle l'utilise par rapport à ça, puis finalement, elle participe, Katniss, à faire tomber le régime, puis elle mobilise des gens pour mettre le régime actuel en échec, et l'autre, lorsqu'elle parvint au pouvoir, ben qu'est-ce qu'elle fait? c'est qu'elle fait perdurer la dictature. Elle proposait de refaire des jeux télévisés sanglants, là, des Hunger Games, où les gens se battent à mort là, sur une espèce d'arène là, dans un univers virtuel. Donc, autrement dit, cette personne-là, de manière déguisée, pendant au fil de plusieurs films, on l'est présenté comme étant la sauveur qui va ramener l'ordre, la démocratie, la justice, un beau discours. Puis finalement, lorsqu'elle parvient au pouvoir, au contraire, elle veut maintenir la dictature, mais en son nom. Fait qu'autrement dit, c'était une despote déguisée qui utilisait le prétexte de la démocratie, de représenter les individus à la base de la société pour mettre en place un agenda qui va lui permettre d'avoir le pouvoir, le contrôle sur l'ensemble des individus qui composent les différents districts. Donc, la morale de l'histoire là-dedans, c'est qu'il faut faire attention lorsqu'un individu se présente comme étant le défenseur du peuple. Ça peut être possible que quelqu'un soit très bien intentionné, qu'il soit là pour défendre le peuple, mais le risque, c'est qu'il peut y avoir des gens aussi qui ont un autre agenda. Donc, il faut être prudent. Donc, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour défendre le peuple, bien au contraire. Et moi, je donne le bénéfice du doute à une personne, dans le fond, tant aussi longtemps qu'on ne me prouve pas le contraire. Donc, c'est sûr que je suis prêt à donner du lousse, mais en même temps, je suis vigilant. Et j'encourage les gens à faire pareillement parce que c'est souvent en période de crise que des gens vont se présenter à nous comme étant les sauveurs, les réformateurs de la société, et pour amener quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et c'est sûr que par rapport à ça, dans le fond, il y a le Forum économique mondial qui parle de faire un reset, d'une mise à jour de l'ensemble de l'humanité. Puis là, on parle d'un programme en plusieurs points, puis il y a des belles choses, là, tu sais, à caractère humain qui pourraient être mises en place pour qu'il y ait un monde différent qui émerge de la crise, un monde on ne retourne pas dans le monde ancien, mais quelque chose qui serait meilleur, qui serait plus beau. Je dis aux gens, par rapport à cet agenda politique mondialiste, attention. Parce que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions. Donc, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui, sincèrement, croient faire le bien, mais en réalité, ne se rendent pas compte de la souffrance qu'ils engendrent. Comme par exemple,
lorsque, dans la crise qui a eu cours suite à la chute, à la crise financière donc de 1929, donc beaucoup de pays ont connu de la pauvreté, des problèmes d'emploi à cause de la crise économique, et ce qui a permis l'émergence du parti nazi en Allemagne. Et probablement que ce parti-là n'aurait jamais émergé dans un contexte différent. Donc le contexte a été propice par rapport à ça. Adolf Hitler se présente comme étant le sauveur du peuple allemand, le Führer. Et lui, par la suite, il croyait faire le bien en voulant exterminer les Juifs. Il croyait que les Juifs étaient mauvais. Et il a imposé ça à l'ensemble de la population, puis il a mis en place des règles extrêmement rigides et strictes pour l'extermination des Juifs. Et comme les citoyens, de par la propagande, étaient mobilisés pour avoir peur des Juifs, à ce moment-là, les gens se sont soumis à ces règles-là. Et par la suite, il a pu faire accepter à des gens qui ont une acceptabilité sociale de règlement qui, autrement, n'aurait jamais passé. Et c'est sûr que ça s'est fait d'une manière assez pernicieuse. La mise en place de son régime, puis ça s'est véhiculé dans d'autres pays comme la Pologne. C'est sûr que ça me fait penser beaucoup au film que j'ai vu, Le Pianiste, donc un film du début des années 2000 avec un pianiste polonais. Puis il se trouve dans une société où progressivement, étant donné qu'il est juif, on le dépossède de ses libertés individuelles. Donc à un moment donné, il ne peut plus se promener sur le trottoir parce qu'il est juif. Ensuite, il ne peut pas aller à un café. Donc, aller boire un café dans un lieu public, non, parce qu'il est juif. Ensuite, il ne peut pas s'asseoir sur un banc public dans un parc parce qu'il est juif. Donc, progressivement, on le dépossède de ses droits. Et tout ça par les dirigeants qui allaient dans le sens de la propagande nazie, qui pour eux, d'exterminer les Juifs, c'était bien, puis de réduire leur liberté, etc. Et présentement, qu'est-ce qu'on assiste en société? On enlève petit à petit nos libertés individuelles. Lorsqu'on a appris ici que les gens ne pourraient plus chanter dans des bars à un karaoké, il y a certaines personnes qui ont souri parce qu'on a dit, vu que les gens se passent d'un à l'autre le micro en chantant dans un bar, eh bien, on empêche ça. Ensuite, on a empêché, c'est sûr, les gens de se promener à visage découvert dans des lieux intérieurs publics. Ensuite, on empêche les réunions de plus que 10 personnes à l'intérieur. On empêche ci, on empêche ça. Un peu comme dans l'Allemagne nazie. On nous enlève progressivement des droits. Et dans l'Allemagne nazie, les responsables se sentaient justifiés parce qu'ils avaient peur des Juifs, de la menace juive. Puis pour eux, c'était vu comme une vermine exterminée. Et là, présentement, on a peur du coronavirus, puis on voit le virus comme étant un problème sanitaire, une menace à éliminer. Donc, il y a des parallèles qui peuvent se faire à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que je ne dis pas que nos dirigeants actuels sont des nazis. Par contre, je dis que les mesures qui sont mises en place sont exagérées. Donc, voilà. Sinon, par rapport à la politique, je voulais quand même rajouter ceci. C'est-à-dire que c'est sûr que quelqu'un pourrait décider de voter pour un autre parti que la CAQ qui, présentement, participe à entretenir d'une manière exagérée certaines mesures, en tout cas de ce que je trouve. Et c'est sûr que des gens pourraient voter pour d'autres partis, ou les gens peuvent aussi faire comme nous le propose le philosophe jovialiste québécois André Moreau, qui a déjà déclaré, en mentionnant une citation, que si voter pouvait changer quelque chose, voter serait interdit. Donc, autrement dit, dans sa conception, sa vision du vote, de la démocratie, pour lui, il n'y a pas de changement réel qui peuvent se faire à travers les élections. C'est une perte de temps. D'ailleurs, il a rédigé en 3 tomes de plusieurs centaines de pages un traité monumental d'anti-politique. Donc, il avait déjà déclaré pour lui de confier les affaires de l'État dans leur gestion à des politiciens. C'est aussi ridicule que de confier à des barbiers le fait d'arracher des dents. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui,
quelqu'un qui coupe les cheveux, qui va tailler des barbes, eh bien, on lui demandera pas d'arracher des dents ou de donner des services de dentisterie. C'est absurde. Ça serait un non-sens. Parce que la personne n'a pas les compétences pour ça. Mais autrefois, c'était ça. D'ailleurs, la fiche des barbiers, avec la barre bleue, blanc et rouge, il y avait une signification que le rouge représentait le sang qui pouvait couler lorsque on arrachait une dent. Donc, c'était absurde. Et pour lui, la gestion de la terre avec des politiciens, c'est aussi absurde. Donc, des gens qui pourraient, lors des prochaines élections, en guise de contestation, pourraient s'abstenir de voter ou se présenter au bulletin de vote, puis annuler le bulletin de vote en votant pour aucun des candidats qui sont énumérés. Donc, en faisant un X carrément sur la fiche pour voter. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. C'est sûr que comme comportement à adopter, ça peut être de ne pas faire de la délation de gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Donc, c'est sûr, c'est de ne pas aller dans le sens du régime de peur qui s'instaure présentement. Donc, c'est sûr qu'en lien avec ça, concrètement, l'été passé, j'ai été à un restaurant à l'extérieur, sur une terrasse. Et normalement, la serveuse est censée porter le masque pour me servir au restaurant. Et la serveuse, alors qu'il faisait chaud, c'était l'été, là, il faisait à peu près 30 degrés Celsius et avec un facteur d'humidité élevé dans l'air. Et poliment, la serveuse m'a demandé, est-ce que ça serait possible, étant donné qu'il fait chaud, que je puisse vous servir sans avoir à porter le masque? Eh bien, je me suis permis de lui accorder ce privilège. Donc, le droit de ne pas porter de masque en ma présence. Et récemment, j'ai été dans une boutique et la commis vendeuse qui était là, au moment où je suis arrivé, elle ne portait pas de masque. Et comme elle m'a vu arriver, elle s'apprêtait pour mettre le masque. Et je lui ai dit, je vous accorde le privilège de ne pas porter de masque en ma présence. Donc, moi, je force pas les gens qui sont devant moi à porter le masque. C'est sûr que comme mesure aussi, comme protestation, entre autres au port du masque, ça serait de porter un masque d'une certaine couleur ou avec quelque chose d'écrit en guise de protestation. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire aussi. Donc, c'est sûr que aussi, il y a des gens en position d'autorité comme des policiers qui pourraient décider de démissionner de leur poste en raison d'objections morales, de conscience, à appliquer des règles qu'ils jugent exagérées. Donc, c'est sûr que si un policier, de par ses fonctions, est appelé à donner une contravention à quelqu'un qui ne porte pas de masque dans un lieu public intérieur, alors qu'il trouve que les mesures liées à la crise sont exagérées, il pourrait décider de ne plus participer au régime actuel qui est en train de s'installer et de démissionner. Donc, c'est sûr que là, c'est quand même pour l'individu qui fait ça un grand engagement. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui se rendent là, je leur lève mon chapeau. Je ne dis pas nécessairement de faire ça. Par contre, quelqu'un ultimement pourrait protester en agissant ici. C'est sûr que ça peut être aussi de téléphoner sur des lignes ouvertes d'émissions à la radio ou écrire dans les sections commentaires sur des sites web de médias officiels ou d'écrire un article dans le journal, dans une section opinion du lecteur. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui ont envie de se tenter de faire une action à ce niveau-là, c'est sûr que moi, personnellement, présentement, je suis pas mal désabusé, dans le sens que j'ai l'impression qu'un filtrage très grand se fait dans les médias traditionnels pour empêcher toute forme de manifestation d'opposition aux mesures en place. Dans une autre ordre d'idée aussi, il y a d'autres actions qui existent, qui peuvent être mises en place. Ici, je ne les recommande pas, car c'est des actions qui ne sont pas nécessairement légales. Mais je me permets de mentionner qu'elles existent dans un esprit de description. Donc, vous voyez, ce que je fais présentement, c'est extrêmement subtil. Donc, je mentionne certains éléments dans un esprit descriptif. Donc,
Il n'y aura pas personne qui va me dire que là, j'encourage les gens à générer un chaos social ou à sombrer dans l'anarchie et de manquer de respect aux lois. Non, non. Je fais juste décrire certains éléments et je considère les gens qui m'écoutent suffisamment intelligents pour en faire la gestion. Donc, à différence de certains médias de masse qui ne vont pas présenter d'informations alternatives parce qu'ils ont peur que les gens ne sont pas capables d'avoir un esprit critique, je me permets de m'adresser à des gens qui sont intelligents, qui sont capables de gérer mes propos par eux-mêmes, de ne pas croire ce que je dis, tout évaluer. Je considère les gens intelligents au lieu de les materniser, puis de les prendre par la main, puis de leur dire « faut que tu penses telle chose, parce que tel ministre de la Santé a déclaré telle chose. » Donc, non. Je dis, c'est pas parce qu'un ministre de la Santé déclare telle chose que c'est nécessairement intelligent. Aussi, exercez votre esprit critique. Donc, j'amène certains éléments à ce moment-là, d'autres niveaux. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, bien, ce que je veux mentionner dans un premier temps, bien, il y a des gens qui peuvent pratiquer ce qu'on appelle la désobéissance civile. Donc, les gens peuvent désobéir à des lois et à des recommandations gouvernementales qu'ils jugent aberrantes, qui n'ont pas de sens. Comme par exemple, ça pourrait être d'aller par exemple, je pourrais aller avec ma compagne qui ne réside pas sur le même toit que moi, qui ne fait pas partie de la même bulle, de la même unité familiale, au même restaurant, à moins de 2 mètres de distance. Et ça, là, c'est un geste de subversion sociale incroyable. Donc, je caricature un peu là ici, mais le simple fait d'aller avec quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, ça peut être un ami aussi à moins de 2 mètres de distance dans un restaurant, c'est de la désobéissance civile si on n'habite pas sur le même toit. Même chose, si je fais un câlin à ma compagne que j'aime, que j'apprécie, eh bien, c'est un geste extrêmement subversif. Je ne croyais pas, quand la crise a commencé, qu'on en viendrait à un point où de prendre quelqu'un tranquillement dans ses bras, doucement, ça serait un geste de subversion sociale si cette personne n'habite pas chez nous. Je ne croyais pas que socialement on en viendrait à ce point-là, mais on y est rendu là. Même chose pour l'activité sexuelle, avoir une relation sexuelle, faire l'amour. Eh bien, présentement, la chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam, a recommandé à tous les Canadiens d'utiliser le masque lorsqu'ils ont des rapports sexuels avec une personne qui ne réside pas chez eux. Ce qui veut dire que concrètement, parce que présentement, moi puis ma compagne, on vit chacun en logement, séparément. On se voit la fin de semaine, des fois on passe du temps ensemble. Mais comme on n'habite pas ensemble, eh bien techniquement, on serait supposé de porter un masque lorsqu'on a des relations sexuelles au nom de se protéger contre le méchant coronavirus. Donc, on est rendu à un point où le gouvernement se mêle de la vie privée, de la vie intime, de la vie sexuelle des citoyens. Donc, là, il y a un cap qui est franchi. Parce que le gouvernement, comme les sociétés totalitaires, que ce soit lors de l'Allemagne nazie, que ce soit aussi en URSS, sous le régime communiste, le gouvernement s'introduit dans les différentes sphères de vie de l'individu. Donc, le gouvernement s'introduit sur la sphère publique, s'introduit sur le marché du travail. Donc, les gens doivent porter le masque lorsqu'ils travaillent dans des lieux intérieurs, lorsqu'ils sont à moins de 2 mètres des autres individus. Le gouvernement met son nez aussi dans la vie religieuse. Les gens doivent porter le masque si les gens vont à l'église. Les gens doivent aussi être à une distance des autres dans les bancs d'église, distance des autres au cinéma, distance des autres dans leurs loisirs lorsqu'ils vont, par exemple, au restaurant. Ensuite, le gouvernement s'est mis dans les différentes sphères de vie, puis il fallait bien s'y attendre, même dans l'aspect sexuel, ce qui est l'une des dimensions les plus intimes de l'individu. Et par rapport à cette recommandation-là, de la chef de la santé publique, c'est pas rien, là.
qui fait cette recommandation-là, donc de porter le masque avec des gens résidant pas sur le même toit, ou de pratiquer carrément la masturbation pour éviter la contamination du coronavirus. Eh bien, puis ça sortit publiquement. Vous pouvez retracer là, aisément l'article. Eh bien, moi, par rapport à tout ça, je trouve que le gouvernement se mêle beaucoup de la vie des individus. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Pourquoi? Ben, parce que quand on regarde ce qui se fait dans d'autres pays, si on prend par exemple la situation de l'Australie, plus particulièrement à Melbourne, où les gens sont soumis à un couvre-feu. C'est-à-dire qu'entre 8h et 5h le matin, les gens n'ont pas le droit de sortir sur la rue, et s'ils sont à l'extérieur de chez eux, ça prend une bonne raison, comme par exemple, ils ont droit à 1 heure d'activité physique, 1 heure, ils ont droit, de passer du temps pour aller travailler, mais ils doivent avoir sur eux un permis de travail. Ensuite, ils ont le droit de sortir pour aller acheter de la nourriture, naturellement, mais ils sont limités dans leurs déplacements. D'ailleurs, on leur demande de rester à moins de 5 km de leur résidence. Donc, leurs libertés individuelles sont très bafouées. Et c'est sûr que s'il arrive une deuxième vague, que ce soit au Canada ou dans d'autres pays, la France, la Belgique, il est possible que, tout comme en Australie, on mette encore plus de mesures en place. Et là, c'est de regarder toujours la logique des mesures. Donc, c'est sûr que si on dit, par exemple, à quelqu'un, reste à 2 mètres d'une autre personne ici au Québec, pour empêcher que le coronavirus soit véhiculé d'une manière aéroportée dans l'air, donc quelqu'un éternue à moins de 2 mètres puis contamine l'autre, on peut avoir un certain rationnel. Mais là, quand on arrive au stade du couvre-feu, comme c'est le cas à Melbourne, en Australie, il y a des questions à se poser. Parce que pourquoi, par exemple, quelqu'un en Australie qui déciderait à 8h15 le soir, donc à 20h15, de faire une marche sur la rue, serait une menace pour la propagation du coronavirus. Donc, la personne, elle se promène tout seule sur la rue. Pourquoi que à partir de 20h15, elle devient une menace, alors qu'elle n'est pas dans une foule, elle n'est pas dans des lieux publics? Non, elle fait juste se promener à l'extérieur, puis tout d'un coup, à cause qu'il est rendu 20h, ça devient soudainement une menace. C'est quoi la logique? C'est quoi le rationnel là-dedans? J'en vois aucun. En quoi que ça peut réduire la propagation? J'en vois aucun. Et ici, je pose la question parce que cette mesure-là de couvre-feu fait penser à un État totalitaire. Puis l'utilité d'un couvre-feu, ça peut être, c'est sûr que si des manifestations violentes, des commerces sont saccagés, des voitures incendiées par des manifestants, d'imposer un couvre-feu, ça peut servir à empêcher que des gens, lorsqu'il fait noir, commettent des crimes parce que à la noirceur, c'est plus difficile d'identifier les gens, de les repérer. Puis même si les commerces sont filmés avec des caméras extérieures, bien c'est sûr que s'il fait noir, c'est plus difficile de percevoir les visages. Donc, il y a une utilité concrète à ce niveau-là, mais par rapport à la propagation du coronavirus, je ne comprends pas, je ne vois pas le rationnel derrière ça, la logique. Donc, je parle de ces règles-là à Melbourne, en Australie. Les gens peuvent dire « Ah, ben c'est loin », mais attendez une minute. Ils ont quelques mois d'avance sur nous, puis eux autres, supposément, connaissent une deuxième vague, et présentement, on connaît, ici au Québec, même chose pour la France, puis d'autres pays, une recrudescence, une augmentation du nombre de cas, et en lien avec ça, ben, on peut nous faire croire là, qu'il faut adopter d'autres mesures encore plus rigides. Donc, tout ça, ça doit être dénoncé. Et c'est sûr que au niveau de la désobéissance civique, en plus que ça se fasse au niveau individuel, eh bien, ça peut être aussi par rapport à, par exemple, au niveau collectif, à des gens de commerce qui décident de ne pas obéir aux consignes de la santé publique. Comme par exemple, on a eu un cas, une illustration dans la ville de Québec, c'est-à-dire qu'il y a eu Dan Marino qui s'occupe d'une salle d'entraînement et qui a décidé le 16 juin dernier d'ouvrir sa salle d'entraînement physique alors qu'il n'y en avait pas l'autorisation gouvernementale. Et par la suite, le lendemain,
son moyen de pression a fonctionné parce que le gouvernement québécois a annoncé la réouverture des salles d'entraînement pour la semaine d'après. Donc, le fait de bouger, d'avoir une initiative comme ça, a permis d'amener un résultat concret pour la personne, c'est-à-dire dans un délai bref de pouvoir opérer son gym. Normalement, sa salle d'entraînement, parce que il y a quelques mois, lors du confinement, tout le Québec a été mis sur pause, puis progressivement, il y a eu l'ouverture de différents commerces, les restaurants, mais la salle d'entraînement, c'était pas encore le cas. Et comme vous voyez que ça bougeait pas, ben, il a décidé de se mettre en action et ça a porté fruit. C'est sûr qu'il peut aussi y avoir l'organisation des événements où les gens pourraient se retrouver ensemble sans masque à un même endroit, à la même heure, comme un restaurant de prêt à manger, communément appelé fast-food ici au Québec, où les gens pourraient se réunir ensemble au même moment pour envahir le lieu public intérieur sans le masque. Donc, c'est sûr que si vous imaginez qu'il y a un groupe de 40 personnes qui se présentent dans le même restaurant en même temps à la même heure, et quand même que les restaurateurs feraient venir une auto de police avec un ou deux policiers, il est peu probable que ces policiers-là puissent contenir la foule. Donc, il faudrait qu'ils fassent venir plein de policiers. Donc, ça pourrait amener certaines situations particulières. Donc, par contre, c'est sûr que c'est une personne, comme ça a été le cas lors de la journée où l'imposition du port du masque a entré en vigueur ici au Québec. Un individu qui s'est présenté dans un restaurant Tim Hortons, un restaurant qui vend des beignes, un restaurant fast-food de prêt-à-manger sans porter le masque. Il était seul. C'est sûr que les policiers se sont mis d'ailleurs à 3 pour le déplacer. Ils l'ont neutralisé puis ils l'ont sorti. Par contre, ces mêmes policiers seraient ramassés devant un restaurant plein de personnes sans masque avec une quarantaine d'individus. Probablement qu'il n'aurait pas pu en faire autant. Puis c'est sûr que si, d'une manière généralisée, toutes les personnes au Québec se donnent le mot qu'une journée, on va au restaurant sans porter le masque, ben tous les policiers vont être débordés parce qu'il n'y aura pas assez de personnes pour maîtriser les gens qui ne portent pas le masque et les sortir et les expulser des commerces. Donc, autrement dit, s'il y aurait, par exemple, une journée où tout le monde ne porte pas le masque, ben à ce moment-là, le gouvernement n'aurait d'autre choix que de concéder certains droits aux citoyens. Parce qu'il n'y aurait pas les forces policières pour les contenir ou les obliger à adopter certaines mesures. C'est sûr que pour ce qui est à présent des autres mesures, ben, il y a entre autres de ne plus payer d'impôts, faire la grève générale populaire, c'est-à-dire que tous les gens décident de ne pas se présenter au travail pendant une durée indéterminée, tant aussi longtemps que les mesures ne sont pas abolies. Donc, en plus des étudiants qui peuvent faire de la grève que je disais tantôt, ben, ça peut être aussi les gens de la population en général. Donc, c'est sûr que si, par exemple, tous les fonctionnaires refusent de traiter les demandes d'impôts qui donnent des revenus au gouvernement et que le syndicat de la fonction publique embarque, donc le syndicat des fonctionnaires, ben, à ce moment-là, il pourrait paralyser l'appareil administratif gouvernemental. Ça serait pas très compliqué. Et là, à ce moment-là, il serait en position de négocier avec le gouvernement. Donc là, j'ai fait le tour de plusieurs mesures qui existent. C'est sûr que dans le fond, par rapport à ça, je visais à en faire une liste. Et c'est sûr que dans le fond, je ne vous dis pas nécessairement c'est sûr, je vous dis pas en fait de mettre en application ces mesures. Je ne fais pas de recommandations à ce niveau-là. Vous faites ce que vous voulez. Et moi-même, je ne mets pas toutes ces mesures-là en application. Donc, c'est sûr que ce que je voulais vous dire en passant, c'est que si, comme mentionné précédemment, si vous avez des idées d'actions pacifiques qui peuvent être faites pour s'opposer aux mesures sanitaires extrêmes, vous êtes bienvenus pour les partager en bas de l'enregistrement. Là, donc, c'est sûr que également, là, vous êtes les bienvenus de me tenir au courant s'il y a des manifestations d'organiser de proche de chez moi, de l'endroit où je réside, vivant à Thetford Mines, donc c'est une ville dans le sud du Québec. Donc, c'est sûr que moi, je suis prêt à me déplacer pour aller à des manifestations. Pour être transparent avec vous et honnête, je n'irai pas nécessairement à Montréal ou à Québec, étant donné que c'est souvent difficile
de stationner, il peut y avoir des embouteillages. Donc, je suis moins à l'aise à me déplacer dans ces grandes villes-là. Par contre, des villes voisines de chez moi, là, comme Victoriaville, ça peut être aussi Trois-Rivières. Ça, je pourrais être prêt à me déplacer. Et c'est sûr qu'à défaut de me déplacer à certains endroits comme Québec, j'ai déjà fait un don par rapport à une manifestation à Québec. Donc, ça peut être une autre façon pour moi là, de soutenir ce type d'initiative. Donc, c'est sûr que si vous êtes au courant aussi de gens qui envahissent des lieux publics comme des commerces dans l'optique de ne pas porter en groupe le masque pour avoir un impact, ça peut être aussi un centre d'achat pour s'approprier des lieux sans masque. Je serais intéressé d'être informé là, par rapport à ça. Donc, voilà ce que je voulais mentionner. Sinon, dans un autre ordre d'idée, c'est sûr que là, c'est le deuxième enregistrement public que je fais qui vise à faire un appel à mes auditrices et auditeurs, dans un esprit de partage, d'information. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est de bénéficier de l'intelligence des gens, puis de faire bénéficier aux gens là, des découvertes que je fais, des informations que je trouve utiles, dans une optique d'enrichissement mutuel. Et comme le disait l'animateur de radio de Québec, André Arthur, à la gang, on sait tout. Donc, au groupe, là, on a accès à toute l'information. Il suffit de créer des synergies, des mises en relation. Donc, c'était son principe. Il est en contact avec les auditrices et auditeurs là, lorsqu'il faisait de la radio. Pour les gens qui ne le connaissent pas, André Arthur a été pendant plusieurs années dans la ville de Québec un animateur qui a été numéro 1, donc un animateur vedette. Et c'est quelqu'un qui était très critique aussi là, par rapport au gouvernement, naturellement. Je voulais faire, sinon, pendant quelques instants, un retour sur les propositions de médias alternatifs à la crise sanitaire dans leur couverture aux médias traditionnels que j'avais produit récemment. Donc, je tiens à remercier les gens qui m'ont fait des suggestions. Et ça a été l'occasion pour moi, entre autres, de faire la découverte du canal de YouTube qui s'intitule Théo Vox. Donc, c'est sûr que par rapport à eux, ce que je trouve intéressant, ils vont recevoir des gens là, comme Alexis Cossette, Trudel, Lucie Laurier, qui sont des lanceurs d'alerte là, pour dénoncer la crise sanitaire. Il y avait entre autres un enregistrement de panel de discussion sans restriction qu'ils appellent. Donc, j'aime le concept qui leur donne la chance de parler sans être restreint, donc parler librement, que ça se fasse sur cette chaîne-là. Donc, ça peut être une chaîne à découvrir. Il y a plusieurs vidéos, des vidéos de bonne qualité avec différents intervenants. Par contre, c'est sûr qu'il faut prendre en considération, comme ils le décrivent sur le site web, sur le site internet du studio, thevox.com. Donc, c'est marqué Théovox Actualité est un média d'information indépendant qui jette un regard et analyse l'actualité québécoise, canadienne et internationale sous une perspective biblique. Donc, c'est sûr que, le média a une couleur religieuse. N'étant pas religieux, je suis moins à l'aise avec la couleur religieuse, mais il y a quand même des intervenants intéressants qui s'y trouvent. Mais au moins, ils sont clairs. Eux autres, là, c'est la promotion de la parole de Jésus-Christ. Donc, au moins, leur agenda est clair, à la différence de TVA, qui, eux autres, par rapport à l'agenda politique derrière, ils ne vont pas l'exprimer là, d'une manière explicite, que le but, c'est de relayer l'agenda politique des mondialistes qui visent à l'adoption des mesures sanitaires à l'échelle du globe et de politiques qui font favoriser la mondialisation. C'est sûr que moi, mon agenda en tant qu'individu, c'est un agenda qui est proche du libertarianisme. C'est un terme compliqué qui veut tout simplement dire de donner la priorité aux libertés. Donc, faire passer, entre autres, la liberté avant la notion de sécurité. Donc, c'est un mouvement qui s'illustre beaucoup aux États-Unis, un mouvement qui a été traditionnellement associé à la droite politique et qui est associé aux radios de Québec, là, qui vont être un peu plus à droite. Là. C'est sûr que je pense à Radio X ici, auquel je fais allusion tantôt, donc qui vont favoriser les libertés. Et c'est sûr que
la défense des droits et libertés va en ce sens. Et présentement, ce qui est tourné en dérision par certains chroniqueurs de médias traditionnels, si je pense entre autres à Richard Martineau, qui va caricaturer les gens qui défendent leurs droits et libertés en disant que c'est des gens qui vont dire « liberté! Liberté! » Donc, des gens qui s'expriment mal, qui sont peu éduqués pour les discréditer. Même chose pour les médias de masse. S'il y a une manifestation contre le port du masque obligatoire, qu'est-ce qu'ils vont faire les journalistes dans certains cas? Ils vont prendre des gens qui vont l'air dérangés sur le plan psychologique ou peu éduqués, peu articulés, pour les mettre de l'avant et discréditer l'ensemble du mouvement, pour faire mal paraître le mouvement, le ridiculiser. Puis d'ailleurs, les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir beaucoup d'éducation ne doivent pas être méprisés puis tournés en dérision par des gens comme Richard Martineau, ce chroniqueur vedette du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Non, ça devrait pas se faire, ça. C'est un manque de respect, de savoir-vivre. Puis présentement, ce que j'observe aussi, c'est que il y a une contestation par les médias traditionnels des chroniqueurs vedettes de d'autres individus, mais c'est souvent des attaques personnelles, c'est pas un débat d'idées. Et lorsqu'on tombe dans les attaques personnelles, on tombe bas. Donc, si au moins il y aurait la décence, qu'il y ait un débat d'idées, ça serait un peu plus intéressant, ça serait plus stimulant. Donc, j'ai hâte que ça se fasse. Et c'est la raison pour laquelle, puis je reviens là-dessus, puis après ça, je complète l'enregistrement, parce que je suis conscient que ça dure quand même assez longtemps, que ça peut être pertinent de signer la pétition pour amener Radio-Canada, surtout que c'est payé par les taxes, qui normalement, ce média gouvernemental, cette radio d'État, devrait être au service des citoyens qui leur donnent leur salaire. Donc, qui devrait faire un débat public par rapport aux mesures sanitaires. Donc, présentement, je termine l'enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.